avec une qualité moindre. Voilà, les positions sont toujours ouvertes, il n'y a pas grand chose de plus à signaler, il n'y a pas de gros mouvements cet après-midi. L'or ça a bien décalé, maintenant j'attends que ça reparte à la baisse vu que j'ai pu reprendre une autre position, je suis très content. Des fois c'est juste technique. Donc pour le moment voilà, je suis chargé donc pas la peine de prendre des positions sur d'autres choses. USD CAD on peut plus intervenir de toute façon. Si on jette un coup d'œil à l'USD CAD, que je vais avoir ici. USD CAD donc on a des acheteurs qui commencent à revenir. En M15 on a une phase de retournement. Le stop est bas, on a des chances à le toucher. Maintenant si ça se retourne, il n'y a pas de problème, on n'est pas très loin non plus de notre point d'équilibre, hein. C'est ça l'avantage quand on moyenne. Si je dois être stoppé, je serai stoppé. De toute façon, j'ai plus d'intervention à faire et je suis acheteur sur le dollar face au dollar canadien. On a une grosse phase d'accélération baissière, là on corrige un peu. Mais sous le point pivot du jour, il y a de la pression acheteuse là à court terme. Reste à casser des zones importantes comme le point pivot du jour qui est à 0.9916 ou la résistance oblique baissière tracée en noir ici. On verra ce que ça donne. Alors ça c'est ok. Et hop. Euro-dollar, donc on est également acheteur sur Eurodoll. On pourrait aller chercher notre stop également. Les deux dernières positions, on les a vu tout à l'heure, Euro Yen et AUD Yen. Pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. Donc voilà ce qu'on peut dire. Possible, ouais, chez moi aussi, quand même, ça déconne. Je pense que c'est dû au nombre de personnes. Hop, non, c'est pas ça. Je pense pas que c'est le nombre de personnes. Hein. Je pense que c'est plutôt la qualité. Tu fais quand les lives, Pablo? Ah ouais, merci. Hein. Fais péter le lien vidéo, Fab, ça déconne grave trop. Donc bah, c'était le lien qu'avait mis tout à l'heure Goldster en fait. Donc tu peux le retrouver dans les archives, le dernier qu'il a mis. C'est intéressant, c'est un mathématicien en fait qui parlait. Plugin, tu fais quand tes lives Karim? Ça le fait vraiment pas. Hein. Fab, ça devient très pénible à suivre là, ça bug aujourd'hui, c'est quand? Ok, ouais, désolé. Alors stop loss touché pour William. Ok, bah moi je serai peut-être bientôt dans le même cas que toi tout à l'heure si ça continue dans ce sens, on verra. Passe sur ton live, Karim, ne traite pas. Okay. Fab, pas nous laisser ça. Vive le morse. Antal Flecté, j'ai déjà vu, c'est celle-là intéressante, surtout son conseil pour les billets, écoutez bien. Désolé pour le bug. Euro-dollar, AUD, USD, NZD, USD, et à partir de la fin du mois, on fera DAX et du FTSE. D'accord, Karim, mais donc tous les jours tu prends des positions dessus ou c'est ton tableau d'études et après ça dépend, à partir de ça tu cherches des signaux chaque jour. Alors sur l'or il y a de la pression, on a des acheteurs qui tentent de casser les précédents plus hauts, on va voir si on parvient à rallier 50%, voir la résistance oblique haussière tracée en noir sur l'or ici. Si on jette un coup d'œil au marché action, on a donc le CAC 40, on a une pression acheteuse, ouais, un bel élan de hausse cet après-midi. Alors pardon, je dis n'importe quoi, je suis en H1, donc si je regarde en M1, on est sur une phase d'hésitation, et on est sur un élan de hausse de fond, mais pas spécialement aujourd'hui. Le DAX, ça hésite, il y a plutôt une hausse, le S&P c'est hésitant, le pétrole est orienté à la hausse. Voilà ce qu'on peut dire. Alors l'or est en train de marquer le nouveau plus haut, 21 € de perte sur les positions en cours. Ça a quand même pas mal varié, hein. On était à moins 4 tout à l'heure, là on est à moins 21, on a commencé, on était à moins 25. Donc ça va quand même si on n'en a pas toujours l'impression. Donc ça va peut-être être l'occasion de prendre un nouveau point d'entrée si on atteint les 50%. Ce sera le dernier. On est toujours positif sur l'or. Hein.
Donc si derrière la tendance de fond reprend, ça peut être le jackpot, c'est ce qu'on vise. Donc patience, jusqu'à maintenant ça a bien payé la patience, on va voir si ça continue. Patience et rigueur avec toujours les stop loss et accepter la perte si elle arrive. Alors que là, en M1, on repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Par contre, en M5, voilà, on est à peine au contact avec la moyenne mobile 20, donc pas de panique pour l'instant. La pression de fond est toujours bien baissière sur l'or à court terme. Après, c'est pour ça qu'on ne va pas toucher notre stop, c'est très possible. Toujours possible. Le but est de suivre une tendance. Pour le moment, toujours clairement acheteur sur l'or. M5, voilà ce que ça donne. Pas de zone de résistance majeure, à part la M20. Alors. Le point d'entrée sera encore trop près de mon point d'entrée précédent, donc je ne prendrai pas tout de suite. Sur l'or, faut savoir être patient. Je reste vigilant parce que là, le point d'entrée, si on accélère à la hausse, il peut arriver très vite sur l'or. Voilà, ça accélère à la hausse. Alors, hop, vente de l'or, ça y est. Nouvelle prise de position à la vente sur l'or, donc là j'ai tout sur l'or, pareil, j'ai 3 positions ouvertes. Donc j'ai mes 3 micro-lots, donc j'ai plus rien à faire, je place mon stop, 1728 $. Et donc derrière j'aurai plus à toucher à l'or, j'ai juste à laisser courir. Maintenant, il faut espérer que la tendance de fond reprenne le dessus et que les vendeurs reprennent en main le marché. Mais autrement, j'ai juste à couper à la fin, enfin quand j'aurai besoin de prendre mes bénéfices éventuels. Et sinon, c'est mon stop qui jouera son rôle. Donc or c'est réglé, USD CAD c'est réglé, l'euro dollar c'est réglé, euro yen et AUD yen je peux encore prendre une position. Donc le reste, on peut laisser courir tranquillement. Alors euro yen ça bouge pas beaucoup et AUD yen qu'on a ici. Là on a donc des acheteurs qui mettent la pression, on est sur un élan plutôt haussier. On est donc contre la tendance court terme, on a cassé les précédents plus haut, donc ça n'a pas été évident, peut-être une troisième position à prendre. Moins 21 € au niveau de l'ensemble des positions, on est repassé en positif, ah non on est au point d'équilibre sur la dernière position sur Eurodol. Donc voilà, là le point majeur ça va être l'or, l'eurodoll et le dollar face au dollar canadien. Donc dans l'ensemble, l'eurodoll on est acheteur, or on est vendeur, déjà c'est un petit paradoxe. Ce qui devrait équilibrer le truc. Mais bon, c'est pas non plus hyper corrélé. USD CAD on est acheteur, donc là on est acheteur du dollar. Donc on va voir ce que ça donne. Bien sûr, le produit dans lequel je place le plus de conviction c'est l'or, parce que c'est du pyramidal et pas de la moyenne. On est parti sur une bonne accélération. On a une phase de correction. Pourquoi pas, si les vendeurs sont capables, on va voir si les vendeurs sont capables de reprendre en main ce marché et d'affirmer le mouvement. C'est un mouvement de baisse qu'on a eu quand même sur les derniers jours, plutôt intéressant. Après il y a parfois des faux signaux. On retrace 38,2% ici en 1 heure, si on prend l'ensemble du mouvement baissier précédent. Voilà, on verra comment ça bouge. Alors, ça on avait vu, pour écouter, ça on avait vu. Je te remercie, je passerai le lien. Ok, ça on avait vu, la paire ok, Fab c'est mieux, ça se passe résistance. Bah, semaine à plus 7% en tradant comme une merde, sortie de mes shorts, 60 points trop tôt comme d'hab. Bah Nico c'est bien, une semaine à 7%, je crois que t'as pas à te plaindre. Il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à ta place. Capitalis, il se plaint toujours, Nico. Ouais, il y en a, c'est vrai, c'est chacun son point de vue et sa manière de gérer aussi.
Il y en a qui sont enthousiastes, il y en a qui ont plutôt tendance à être pessimistes, à se plaindre ou à se vanter, ça dépend. Chacun son point de vue. Faut mieux sortir son équipe. Arrête! Dis-moi! Tais-toi. 2 secondes. Allez. Alors ça on avait vu, je me change les idées en tradant l'indice italien, ça fait pas de mal, il me gonfle l'euro des fois. T'es chez qui toi Nico pour trader l'indice italien et quelle commission t'as, c'est pas trop élevé? Alors je me change les idées, ça on avait vu, il faut voir le bon côté des choses. C'est la tempête solaire qui avait annoncé les coupures, et ça va se passer en Italie. Faut tenir les 3000... C'est quoi ça, 3070%, 50... Ah, les 3070, 50% de Fibo. Tu parles en italien là, Nico? Ça coïncide au couloir de hausse depuis les plus bas. Je vais commencer à prendre le stop loss sur le câble, dit lol. T'étais rentré à la vente, pardon, à l'achat sur le câble? J'ai pas regardé du tout le câble, moi cet après-midi, on va regarder ce que ça a donné. Ah ouais, avec une baisse assez impressionnante hein, du câble. On va voir ce que ça donne. Ça coïncide au couloir, je vais commencer à prendre... Ok, ça on avait vu. Non, analyse et ensuite trading, ça dépend des forces et faiblesses des devises en question. Principalement euro-dollar quand même, je me sens bien dessus, disait Karim. Lui qui disait William toujours dedans. Fait qu'il me disait quelqu'un a des news d'ISDA et des CDS grecs, Luigi peut-être. On va écouter BFM après voir s'il y a des nouvelles à propos de ça. Je sais pas ce que c'est l'ISDA, je rechercherai. Non fait, genre en réunion, d'accord. Il doit y avoir de belles... 16h ouverture du COMEX, disait Goldster. Fait qu'il me disait merci Luigi, je vais surveiller ça sur leur site directement. Il y a un pitch chez Fab, disait Utada. Empire Comex en manette. Jack Russell excité. Disait le chien il veut shorter l'euro, c'est pour ça qu'il y a. Bon voilà, c'est un chien trader. C'est pas un chien qui marque l'arrêt quand il y a des animaux, il marque l'arrêt quand on doit shorter. Intuition canine, disait-nous. Allez, donnez-moi vos stops, disait LOL. Donc tu gardes ton long finalement sur le câble. Alors, pour moi, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il n'y a pas personne sur le Mumble cet après-midi, c'est dommage, c'est sympa d'avoir les discussions habituellement, etc. On va prendre l'information, on va regarder s'il y a des analyses, des avis des uns des autres, etc. Donc, on va aller sur YouTube rapidement. Moi, je vous expose hein, mon plan de trading hein, et mes positions. Vous pouvez les suivre également sur le MyFXbook. Donc, vente sur le dollar yen, sur le dollar australien face au yen, vente sur l'euro face au yen, achat sur l'euro dollar, achat sur le dollar face au dollar canadien et vente sur l'or, pardon. Alors, resto, ça on avait vu, d'accord. Pas grand chose de plus à signaler. Côté de BFM, on va voir si c'est un dossier intéressant. On a écouté le point de vue justement de défaut ou pas, un événement de défaut qui finalement déclenche les CDS. Ils l'ont déjà dit hein, à plusieurs reprises, s'il y a activation des CAC, il devrait y avoir événement de défaut. Donc je pense qu'en effet, il y aura événement de défaut, sauf surprise de dernière minute. Et s'il n'y avait pas de déclenchement, ce serait un vrai mauvais signal. Ou alors, à l'inverse, si on déclenche ces CDS, ça peut être perçu comme un signal positif, justement pour les investisseurs en dette souveraine. Vous avez dit ce qui se passe en Grèce, là, ça va créer forcément, ça va être une référence pour les autres marchés de dette. Oui, en fait, il y a une grande question, je pense, sur le marché du CDS, c'est quelle est l'utilité du CDS si, dans le cas grec, ce n'est pas activé. Cela dit, il y a aussi un autre cas à prendre en compte, c'est qu'on n'est pas sûr, soyons francs, on n'est pas sûr de toutes les conséquences de l'activation des CDS. Hein. Il y a des banques qui ont pris cette assurance, d'autres au contraire qui sont de l'autre côté, donc on n'est pas sûr de toutes les conséquences, et notamment des conséquences de deuxième tour, hein, notamment sur la confiance, sur le marché bancaire. Donc soyons francs, il y a
petit potentiel sur la confiance qu'il faut surveiller. Bon, on peut dire un petit mot là, si on reste sur la zone euro, on voit l'euro-dollar là qui est peut-être en train de repasser bientôt sous 1,31. C'est vrai qu'on était encore à 1,34 la semaine dernière. On est à 1,3110 actuellement. On a peut-être vendu aussi un petit peu la nouvelle de l'opération d'échange de dette grecque. On a eu les dernières prévisions de la BCE également cette semaine. Alors je rappelle pour ceux qui suivent pas forcément vos prévisions, mais je crois que Standard Chartered est parmi les plus négatifs, on va dire, sur la croissance en zone euro. Tout à fait. On voit une contraction du PIB en zone euro de 0,8% cette année, donc plus par exemple que les prévisions de la BCE qui ne voit seulement une contraction de 0,1%. Alors cela pour plusieurs raisons. On voit il y a un choc sur l'économie européenne, un choc qui est lié au crédit. Le crédit ne circule pas dans l'économie. Il y a un choc lié aux mesures d'austérité qui pèsent sur la croissance. Et il y a un choc assez récent qui est lié aux matières premières. N'oublions pas que le pétrole, le Brent, est à un niveau historique en euros. Donc ça, c'est un choc non seulement sur la consommation, mais aussi sur la confiance. Bon, et est-ce que les choses peuvent évoluer? Par exemple, Mario Draghi nous a dit effectivement l'argent des LTRO, des opérations de liquidité à 3 ans qui ont permis d'injecter des liquidités massives dans le système auprès des banques pour l'instant, c'est de l'argent qui commence à circuler, et nous a-t-il dit qu'il s'est encore un petit peu plus rapproché des petites et moyennes entreprises. Il y a un moment où cet argent va se diffuser dans l'économie réelle. Alors tout à fait, il y a plusieurs soucis liés à ces LTRO. Il y a 1 milliard d'euros qui ont été injectés dans le système via ces 2 opérations. Donc il y a quand même l'espoir qu'à un certain moment cela soit injecté dans le système. Je pense néanmoins que les banques risquent d'être prudentes par rapport à leur activité de crédit. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller de très près. Pour l'instant, les banques ne prêtent pas plus, ne prêtent pas davantage. Donc attendons de voir, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Draghi hier, il va attendre les statistiques notamment de masse monétaire et de circulation du crédit, mais pour l'instant ce n'est pas très bon. Quand on regarde alors on a eu le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui est encore plutôt bon en février. On a au-delà des attentes, même si c'est pas non plus une très grosse bonne surprise. On a vu le chiffre de janvier qui était révisé en forte hausse. Est-ce qu'on a deux économies là qui sont inversement symétriques pour vous aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis, avec des politiques monétaires là aussi? Bon, même si la BCE a convergé un petit peu vers la Fed, est-ce qu'il y a là aussi il y a un décalage important pour vous? Alors c'est un très bon point. La différence entre les États-Unis et l'Europe. La différence entre les États-Unis et l'Europe, il y en a 2 principales, je crois. D'une part, vous avez un déficit budgétaire extrêmement important aux États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une année électorale. Qu'on n'a pas quand on prend la zone euro dans son ensemble. Exactement, c'est la moitié en fait. Et vous avez une banque centrale, la Fed, qui supporte l'activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en Europe. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a eu ces 2 LTRO. En effet, là, les derniers chiffres de l'emploi américain sont bons et sont doublement bons, je vais vous dire, puisque non seulement le taux de chômage est à 8,3%, il y a des bons chiffres sur les créations d'emplois, mais en plus, la population active augmente, c'est-à-dire que les gens qui étaient découragés reviennent sur le marché de l'emploi. Ça, c'est les gens qui ne faisaient même plus l'effort d'aller s'inscrire, alors pas Pôle emploi, mais dans les centres de job aux États-Unis, retournent s'inscrire. Tout à fait. Et du coup, le taux de chômage va peut-être se stabiliser, voire un petit peu augmenter pendant quelques mois, parce que effectivement, il y a cette poussée, ces réinscriptions, on va dire. Voilà. Alors. Nous, cela dit, nous sommes un peu prudents sur l'économie américaine. Comme vous savez, elle est stimulée par un certain nombre de stimulations budgétaires. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelle les payroll tax cuts, les investment tax cuts, qui devaient se terminer au mois de décembre, finalement en février, puis finalement sont repoussés. On est dans une année électorale. On fait très attention par rapport à 2013. En 2013, vous avez ces coupes automatiques qui vont se déclencher, et nous pensons que cela pourrait affecter le sentiment des managers. Merci Thomas Kosterk d'avoir été avec nous cet après-midi, économiste chez Standard Chartered à Londres, de passage à Paris. Donc il est 16h18, les marchés qui sont toujours en petite hausse, plus 0,35% notamment pour le CAC 40, 3490 points. On gagne 0,16% sur le S&P 500, et puis l'euro-dollar, on a pas mal baissé sur l'euro. Effectivement, on a sans doute vendu en grande partie la nouvelle de l'échange de dette en Grèce, 1,3118 actuellement. On va parler de tout ça dans un instant avec nos 2 experts traders qui sont avec nous comme chaque vendredi pour faire le bilan de la semaine. Philippe Béchat donc et Jean-Louis Cussac avec nous dans une seconde.
BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Oui, Philippe Béchal avec nous en studio. Philippe, bonjour. Bonjour. Cercle Finance et chez lui, chez Perceval. Jean-Louis Cussac, comme tous les matins dans Intégral Bourse et comme chaque fin de semaine, donc pour faire le bilan, Jean-Louis, trader pour compte propre. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Philippe, votre bilan de la semaine, là, beaucoup de choses à digérer. Évidemment, l'événement grec. C'est pas la fin de l'histoire, rien n'est réglé. Enfin, tout n'est pas réglé. Mais au moins, cette haie, on l'a plutôt bien franchie. Ouais, on peut penser que les marchés n'ont pas entretenu un suspense insoutenable. Il y a eu des rumeurs mardi qui ont fait penser qu'éventuellement ça pourrait pas très bien se passer. Je sais pas trop qui a lancé les rumeurs. Je sais pas trop si vraiment on y a cru ou s'il n'y avait pas d'autres motifs pour que les marchés reculent. Bon là, à l'instant, le CAC 40 à plus 0,36, il perd 0,3% sur la semaine. On a effacé le coup de tabac de mardi, là. Voilà. Alors, s'il n'y avait pas eu de coup de tabac mardi, alors là, cette semaine aurait été d'un ennui, mais absolument mortel. C'est terrible. Bon, il y a un peu plus de volatilité aujourd'hui sur l'euro. Manifestement, ça a l'air d'impressionner personne. Et puis, moi, cette semaine, finalement, il y a une place qui m'a un petit peu intéressé quand même. Madrid. Voilà, Madrid, bilan de la semaine, on est autour de -7, -1,8. Ça a beaucoup baissé mardi. Ça s'est pas vraiment repris depuis. Les taux espagnols évoluent, certes en dessous des 5% à nouveau, mais manifestement ça va moins bien que pour l'Italie. C'est la seule place qui recule depuis le début de l'année. C'est la seule place en Europe qui recule, et puis pas qu'un peu finalement, puisqu'on est effectivement autour de 3-4. Oui, 3%. Ce soir, Francfort affiche pratiquement plus 17, donc vous voyez un petit peu le différentiel. Il est colossal, il est de 20%. Un marché qui perd 20% comme ça par rapport à une place dite sécure, ça signifie quand même que les opérateurs ont quelque part quelques inquiétudes sur l'Espagne. Puis surtout, il y a quand même cette coïncidence, c'est que l'année dernière, il y avait une place comme ça qui est partie à la baisse quand toutes les autres montaient. En janvier-février 2011, on était à plus 10, plus 11 à Paris. Et puis il y en avait une petite place qui chutait comme ça de -7, -8, -9, c'était Athènes. Effectivement, la bataille d'Espagne aura peut-être lieu alors, Philippe. Ce sera évidemment à suivre de près. Jean-Luc Cussac est avec nous également chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. C'est vrai que la semaine aura été d'un ennui mortel, nous disait Philippe, sans cette séance. S'il n'y avait pas eu cette séance de mardi, c'est peut-être intéressant de voir justement comment est-ce que vous avez interprété cette séance de mardi. Je rappelle qu'on a dû perdre 3,5, 3,6% je crois sur le CAC. Jean-Louis, est-ce que voilà, il y a eu une petite alerte selon vous, et est-ce que c'est quelque chose à garder dans un coin de sa tête? Alors la réponse est oui. Bien sûr qu'il y a eu une alerte, puisque moi j'en déclenchais une sous 4415, 15,20, jusque-là j'achetais, et puis en dessous, je passais vendeur avec deux objectifs, 3355 et 3250. Donc on s'est arrêté sur 3355 et on est reparti à la hausse, et j'ai considéré donc 3415,20 comme un pivot, c'est-à-dire en dessous un petit peu vendeur et au-dessus plutôt donc acheteur, avec un objectif là à 3505, peut-être à 3525 pour la semaine prochaine, voire 45 ensuite. Alors, pas de flux. Des marchés rassurés, bien sûr qu'ils sont rassurés, parce qu'en Grèce, en fait, les financiers ne vont pas perdre grand-chose. 3 petits points, bien sûr, ça fait de l'argent, mais en même temps, ils auraient pu perdre plus, et surtout, ils auraient pu rentrer dans une phase de chaos avec derrière tout qui serait parti en vrille avec le Portugal, l'Italie, enfin l'Espagne, etc. Donc, on a évité une situation assez grave, bien sûr. Mais juste sur la baisse marquée de mardi, ça veut dire qu'il y a quand même encore un niveau de stress oui, latent dans le marché qui est important. Il y a une aversion au risque qui revient tout de suite. Ça veut dire il y a quand même encore de la vulnérabilité, Jean-Louis. Alors, le problème vient du fait qu'aujourd'hui, on ne se demande pas si la crise va repartir. On se demande quand elle va repartir. Il s'est vulnérabilisé dans la journée de mardi parce qu'il a baissé tout le temps.
Et du coup, à un moment donné, quand on a abordé l'après-midi, tous ceux qui avaient acheté en intraday notamment, vous savez, la spéculation des produits dérivés amplifie les mouvements. Les dérivés sont des amplificateurs de mouvements, pas forcément de tendance, mais de mouvements. Et donc là, on a fait en une journée ce qu'on aurait pu faire en deux ou trois jours. Mais bon, voilà. Tout simplement, je suis persuadé que tout le monde est maintenant conscient que la situation est loin d'être stabilisée, que peut-être qu'on l'a stabilisée pour quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas évident. On ne sait même pas ce que va faire l'ISDA tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire activer les CDS ou pas ? Vous voyez, même les règles du jeu ne sont pas clairement définies. Et ça évolue effectivement de jour en jour, voire d'heure en heure et de semaine en semaine. L'ISDA, effectivement. Philippe, est-ce qu'on doit déclencher les CDS, les assurances contre les faillites, ne serait-ce que pour tous ceux qui en détiennent, et tous ceux qui détiennent des CDS sur la France, sur l'Italie, sur l'Espagne, quoi, pas envoyer un trop mauvais signal? Ça, il y a quand même beaucoup de monde qui s'est exprimé sur le sujet en disant que probablement ça serait le cas. Bon, moi je vais pas redire ce qui a été dit, simplement je fais une observation, c'est que si jamais on continuait de se réfugier derrière des petites arguties judiciaires, des petites entourloupes sémantiques, on dirait que finalement on peut jamais s'assurer contre un défaut souverain. À ce moment-là, pour ceux qui détiennent de la dette, très bien. Alors cette fois-ci, ok, on s'assoit dessus, mais moi si d'un seul coup j'ai un doute sur la soutenabilité de la dette portugaise, espagnole, voire italienne, et pourquoi pas un triste jour française, moi je prends plus le risque du tout. Je prends plus de risques. Ça validerait quoi, Philippe? Ça validerait que c'est plus un instrument effectivement de couverture ou d'assurance, mais juste de la spéculation ou... Ah non, c'est pas ça. C'est que si je ne peux vraiment pas me couvrir, si je suis vraiment un institutionnel qui gère les retraites, un grand assureur français, italien, espagnol, et que je ne fais pas du CDS nu, bon, ceux-là s'ils perdent leur mise, on dira que quelque part la morale est sauve. CDS nu, c'est-à-dire que j'achète l'assurance contre un défaut d'une entreprise dans l'État, mais je n'ai pas le sous-jacent. Enfin, j'ai acheté la dette. Une assurance, une police d'assurance sur la voiture, sur la maison du voisin, je sais que je vais y mettre le feu. Bon. J'ai intérêt effectivement. Voilà. Donc là, par contre, pour ceux qui couvrent vraiment le risque, si les CDS ne sont pas exercés, je ne peux plus prendre le risque de détenir des emprunts qui sont déjà notés B, B- par les agences de notation. Donc là, effectivement, si on déclenche pas les CDS, c'est véritablement un signal qui risque d'avoir des répercussions autrement plus sévères que si on devait effectivement devoir payer un peu plus pour le défaut grec, mais après ça, il n'y aurait plus jamais de possibilité de refinancement pour l'Espagne ou le Portugal. Et sur votre sentiment de marché, là on a entendu Jean-Louis. Jean-Louis nous dit, on ne se demande pas si ça va baisser, on se demande quand est-ce que ça va corriger ce marché. On le rappelle, Intégral Bourse à 3 ans, 9 mars 2009, on est à 2500 points, on est remonté à 4000, on est aujourd'hui là à pile 3500 points. Vous aussi, vous vous dites là qu'il va y avoir un gros coup de tabac et pas une séance. On va perdre 5-10% assez rapidement. A priori, toutes les séquences de 11 semaines de hausse que l'on a connues depuis 2009-2010, battu. Une séquence de 11 semaines, pourquoi pas effectivement arriver à 12. Mais pour atteindre quel genre d'objectif, pour quel niveau de cours? Parce que le CAC à 3005, évidemment, si on se réfère au 4100 de mars 2011, on en est encore loin. Mais est-ce qu'en 2011 à 4100, on pratiquement à leur zénith. Alors là, quel est le potentiel de hausse? Est-ce que ça se justifie? On a vu que pour les bénéfices des entreprises françaises, de 2011 par rapport à 2010, on a quand même une baisse globale de 9%. Donc est-ce que c'est logique de payer aujourd'hui plus cher le marché avec des profits moindres? Bon, il y a toutes ces questions à se poser, mais effectivement, je suis comme Jean-Louis. Le timing, je ne le connais pas. Allez, Jean-Louis, justement, le mot de la fin pour vous. Jean-Louis Cussac, peut-être sur l'euro-dollar. Je crois que vous étiez plutôt acheteur sur l'euro-dollar. On est repassé cette semaine sous 1,31. Est-ce que votre sentiment a changé?
Non, non, je suis toujours méfiant. Non, tout à l'heure, pour préciser, j'ai pas dit que les marchés allaient s'écrouler et que c'était une question de timing. Non, je parlais de la crise de l'euro. C'est loin d'être terminé, parce que maintenant qu'on a casé la Grèce, ça ne veut pas dire que les marchés vont s'écrouler, attention, hein, c'est pas la même chose. En revanche, sur les marchés, on était à 2008, on est à 3005. La seule différence, c'est 2008-3005, parce que pour moi, tout le reste, on est au même niveau. C'est-à-dire que Le même fond si de on a sauce réglé un est petit peu- identique. Voilà, ça c'est important. Donc il ne faut pas que les gens se laissent porter par les événements. En tout cas, ce qui s'est passé ces derniers jours et le succès entre guillemets de l'opération en Grèce, c'est pas un signal qu'on peut rentrer dans le marché en pouvant s'endormir. Il faut pas. Il faut privilégier les écarts rapides. Et moi, ce n'est pas un niveau sur lequel j'investirai pour une longue période en me disant j'ai de grandes probabilités d'avoir raison. Il faut être extrêmement attentif à ces placements en ce moment. Il ne faut pas laisser porter, même si on vous fait croire que le long terme, c'est bien, c'est moral, etc. Non, non, non. La banque, c'est pas ce qu'elle fait. Et si elle faisait pour vous ce qu'elle faisait pour elle, vous verriez comment ça tournerait. Donc attention, ne restez pas sur vos positions en vous endormant. Déjà à 3425, réaction rapide, 3250, 40, ça serait pas bon, et ensuite 3045. Sur le Rodol, 1,3130 toujours à surveiller. Mon alerte, c'est un 29,20. Et on va dire que tant qu'on est au-dessus d'un 30-30, on peut tenter des rebonds. En dessous d'un 30-30, on fait alerte, on fait plus rien à l'achat. Et 1,29,20 cassé, on vend à découvert. Merci Jean-Luc, merci pour vos points. Donc restez très réactifs, très dynamiques sur ce marché. Jean-Luc Cussac, Perceval Finance. Merci à vous Philippe Béchade d'avoir été avec nous en plateau comme chaque vendredi. Philippe Béchade, Cercle Finance sur BFM Business. Voilà donc le point des traders sur BFM, c'est très intéressant. Alors que nous, on est en difficulté sur les positions avec 50 € de perte en cours. Bon, c'est pas dramatique. En termes de pourcentage, on est à 7% environ. Du fait qu'on soit sous-capitalisé, c'est pas un drame, mais 7% en temps normal, bien sûr, c'est énorme. Donc là, du coup, l'équité est revue à 626 €, ce qui est important. Donc on voit que il n'y a pas de technique infaillible, et que voilà, les bons résultats, derrière, il y a quand même de la prise de risque, ça se fait pas sans rien. Donc, alors l'or accélère vraiment à la hausse, on est revenu au niveau de notre premier point d'entrée. Donc il y a un retour vraiment violent des acheteurs là sur l'or. Donc on va voir ce que ça donne. On a nos stops qui joueront leur rôle si besoin est. En tout cas, on est vraiment revenu de manière franche et forte sur l'or. Et on a retracé entièrement le mouvement baissier précédent. Donc si on regarde en H1, voilà ce que ça donne. En journalier, on a donc un marteau qui sera en train de se mettre en place. On va voir comment on finit la séance. Avec des acheteurs là qui continuent à mettre la pression sur l'or. Donc on a eu une grosse phase d'accélération et derrière une correction importante à la hausse. On tente de casser ici des précédents plus hauts. On va voir ce qu'il en est. Alors, sur l'or, assez impressionnant. Alors, est-ce qu'il y a des réelles raisons ou est-ce que c'est simplement des manipulations de marché? Est-ce que c'est comme on dit, un bear trap, c'est-à-dire un piège à ours? Donc on feinte une accélération baissière et on corrige derrière, donc pour entrer à bon compte. En M5, si on prenait les plus hauts et plus bas plutôt et plus hauts du mouvement précédent, voilà, ici. On avait donc retracé plus de 61,8 et là on revient vraiment très franchement quasiment sur les précédents plus hauts. Donc on va voir ce que ça donne. Alors qu'on a une position largement gagnante. Voilà, aujourd'hui, Pyramidé n'a pas payé. Ceux qui ont moyenné en revanche ont dû faire de l'argent. Il n'y a pas d'approche qui marche à tous les coups. On va à 20 000 $ l'or et 1000 $ le silver facilement. Si les injections continuent à ce rythme, on y va rapidement. Donc Goldster qui est vraiment passionné par l'or et l'argent et qui pense vraiment qu'on va accélérer. Donc on l'a reçu hier, c'était intéressant. Il est cool ton blog Goldster, bonjour.
Il y aura un. Inscrivez-vous si vous voulez chatter. Il y a aussi une récap de mes positions pour les inscrits. Comment diminuer l'écart entre le cours d'un produit et le stop loss sur MT4? Alors qu'est-ce que tu veux dire diminuer l'écart? L'écart minimum, c'est ça MMC? Alors il y a certains brokers qui imposent en effet un minimum. Donc pour trader, pour placer un stop, pardon, il faut avoir un stop minimum. Un écart par exemple de 5 pips, etc. Et si c'est un minimum imposé, tu peux pas le modifier. Il y a des brokers qui ne proposent pas le minimum, donc ça dépend. T'es chez quel broker toi MMC? Alors LOL qui nous dit ok, un yacht avec des qu'est-ce qu'on avait vu? 2015 c'est la fortune. Il y a eu une comparaison de mon portefeuille et celui d'Olivier Delamarche. Olivier Delamarche il publie son portefeuille Goldster? Où c'est que tu as eu accès à ces informations? MMC, clic droite sur l'ordre à modifier, puis tu changes les valeurs. Alors, case retour sur l'or en M5, en effet. Tellement de choses encore. C'est clair, c'est plus route. Si l'ISDA ne déclenche pas les CDS, alors à quoi servent les marchés des CDS? Alors, très grosse accélération là sur l'or. Donc vraiment un gros mouvement de hausse. Alors, est-ce que ça varie également sur les autres produits? On va voir ça. Alors non, c'est vraiment l'or hein, qui bouge spécifiquement. Et qui bouge d'une manière assez curieuse. Avec des accélérations très rapides. On le voit ici en M5, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. On avait une grosse accélération baissière. 1710 $ là, l'once. Alors, il va y avoir des choses intéressantes à faire. Au vu de la volatilité, ça va pas se calmer d'un seul coup. Est-ce qu'on va repartir sur des grosses phases d'accélération? Est-ce qu'on va corriger? Alors, on a cassé une zone de résistance oblique haussière. On va aller voir ce que ça donne, s'il y a d'autres zones de résistance au-dessus. Autrement, on ira chercher notre stop à 1728 $. Donc, en rouge sur le graphe, il reste encore quand même de la marge. Mais là, les acheteurs sont vraiment très forts. Et en H1, la bougie est impressionnante. Une immense englobante haussière. Donc, là, en une seule bougie, on a retracé entièrement le mouvement baissier précédent. En journalier, on a un marteau. C'est un fort signe de volonté de représentation du marché par les acheteurs. Achat, on l'a vu. Quand M5. Alors oui, ce que je cherchais, c'était des zones de résistance éventuelles avant les précédents plus hauts. Donc la zone de résistance tracée, elle est intéressante. Hein. Si on vient la casser, là, ce sera tout à fait cohérent de sortir. Avant ça, non, j'ai pas de zone de résistance majeure. On prend les plus hauts et plus bas du dernier mouvement de baisse. « 75%.
Alors, Phil nous laisse un lien. AT Breaking News UK, Rating Agency, Fitch, downgrade Greece to restricted default after OK. Donc ça c'est OK. Alors sur les positions ouvertes, sur AUD, Yen, on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant à faire. Donc, les acheteurs qui ont mis de la pression. On a une petite phase d'hésitation ici. On entre en contact avec la zone de résistance. Donc nouvelle et dernière prise de position à la vente sur AUD Yen. Stop loss à 88.03. Ok, donc ça c'est bon, c'est placé. Et donc sur l'euro-yen, non ça va, c'est stable. Euro-doll c'est stable également. USD-CAD, ça part en vrille. Donc là dans l'ensemble on est exposé. Silver explose à la hausse, disait Goldster. Alors, l'argent, voilà qu'on a ici. Alors en effet comme l'or, hein, très grosse accélération. Alors quelles sont les raisons derrière? Je ne sais pas. Pas de raison majeure a priori. Pas d'événement particulier. Sur les autres devises ou les autres produits, on n'observe pas spécialement de mouvement. Sur le pétrole, on a une grosse hausse. Sur les marchés actions, on a une hausse, mais rien de comparable à ce que l'on a sur l'or. Le CAC reprend 0,76% là. On a quand même quelque chose, hein, parce qu'il y a une grosse accélération haussière. Donc à voir. Metz qui laisse un lien sur les corrélations Forex, d'accord, oui, c'était une explication. Ils jouent leur crédibilité sur ce coup-là, tu parlais de quoi, Féfé? Alors, ouais, voilà, donc Goldster qui publie la récapitulation de ses positions pour les inscrire à son blog. Nous, on n'y a pas accès par contre. Faudrait que je m'inscrive à ton blog en fait. Hyperinflation à venir, disait Goldster, donc toujours dans les mêmes thèmes. Fab, l'Empire Comex est aux manettes, on peut pas lutter avec du papier. L'or part en flèche, son fond est visible sur les sites comme Boursorama. D'accord, je savais pas que le fond d'Olivier de la Marche. Vous avez un lien pour le fond d'Olivier de la Marche? Alors peut-être que vous l'avez mis là. La demande impressionnante d'or physique crée des pénuries. Fab, l'or monte parce que les devises coulent. N'importe quoi Goldster, disait Luigi. Karim qui disait toutes les devises coulent pas Goldster, si, mais à différentes vitesses. Oui, si tu les compares à la valeur intrinsèque d'une matière première, c'est sûr. Salut tout le monde, j'espère que vous avez bien géré la news à 14h30. Alors oui Nicop, ça s'est bien passé à 14h30. C'était plus délicat. On va voir ce que ça donne. Alors sur l'or, avec la grosse accélération, on a rallié directement la médiane entre le S2 et le S3 et la R1. Donc un très gros mouvement de hausse. Alors, quelqu'un qui dit pourquoi tu sors pas avec une bougie de cette taille, Fab?
Moi j'ai mon stop à 1728, donc bah, je garde mon stop. Alors, ça on avait vu. Là. Oui, mais le papier n'est qu'une promesse. À mesure qu'un billet est créé, les autres perdent de la valeur. Alors, Wiggle, ça on a bien compris l'attente dans le scénario de l'assurance. Après, là pour l'instant, je pense que la plupart ici, on est encore dans le rôle d'investissement par rapport aux mathématiciens, ce qu'il expliquait tout à l'heure. C'est pour ça que c'est pas la même chose. Je veux dire, à partir du moment où le papier n'aura plus de valeur, ce sera plus du tout la même société non plus. Il y aura beaucoup de révoltes, des choses comme ça. Donc, c'est quand même, voilà, c'est plus une assurance, comme il disait tout à l'heure. C'était assez intéressant comme intervention. Pourquoi ça on avait vu? Prends le yuan par exemple, avant qu'il coule, il va y avoir du boulot quand même. Alors, l'or contre l'euro-dollar, corrélation plus 89, comment ça se fait? Ah, je sais pas. En effet, ouais, l'or donc, très corrélé. Mais puisque l'or est négocié en dollars, je suppose que ça vient de là. De toute évidence, il y a une nouvelle qui fait bouger l'or et le pétrole d'IBB, c'est intéressant, oui. Donc ça va être une rumeur ou quelque chose. T'as vu ça où, Hermès? Demandez Luigi. On avait vu. Moi, je viens de prendre long sur l'euro. Aucune news, c'est les injections qui font bouger les métaux précieux. Alors après, le truc, c'est que t'as pas qu'un mouvement sur l'or, tu as bien sûr un mouvement de hausse également sur les marchés actions et sur le pétrole. Sur Eurodoll, c'est peut-être le moment de tenter un achat. Alors on va aller voir ce que ça donne. On est déjà acheteur sur Eurodoll. Donc on va aller voir ce que ça donne. On s'en éloigne. On vient buter sur un support oblique haussier. On va voir ce que ça donne par la suite. C'est-à-dire que c'est essentiellement le dollar qui fait bouger l'or et l'euro. L'euro qui a bien dégringolé, hein, on le voit ici en H4. On se retrouve, il se passe des choses intéressantes, champagne. J'arrive pas à comprendre la logique. Je parlais de l'ISDA et de leur décision d'activer ou pas les CDS grecs. Bah Fab peut t'expliquer je pense, moi ça va être trop long à taper. Alors, de quoi tu parlais que je dois expliquer? Ils ne font pas, à quoi ça sert le marché des CDS? S'ils ne font pas, à quoi ça sert le marché privé? Alors, s'ils vont le faire pour la forme ou sous certaines conditions. Eris Prot, la dernière décennie, ok, on gagne rien. Moi, j'achète les météorites, c'est lol en rigolant. Je prends de l'avance. J'ai quelques pièces d'argent. Sur l'or, le mouvement de hausse s'est calmé. On entame une éventuelle phase de correction. Donc là, ceux qui ont profité de l'ensemble de la hausse peuvent faire la même chose que j'ai fait, mais à l'envers. C'est peut-être pas ce qu'il y a le plus cohérent un vendredi soir. Tout à l'heure, c'était intéressant de le faire parce que c'était un vendredi après-midi, on venait d'avoir le NFP. En l'occurrence, scénario invalidé, mais j'ai pas de regret. Hein. Et donc là, on a un peu le scénario inverse qui serait en train de se mettre en place éventuellement.
Sébastien le disait, effectivement, vous êtes investi sur les émergents, donc moitié taux, moitié action. C'est aussi bientôt qu'action. Pas les mêmes équipes. Vous êtes sur de la gestion long terme. Comment est-ce que vous vendez ça à votre clientèle, sachant qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a souvent des secousses, parfois des secousses très violentes. On voit des flux d'investisseurs étrangers qui peuvent se retirer très rapidement quand c'est la crise, revenir après peut-être un peu plus progressivement. Comment est-ce que vous vendez ces émergents à vos clients? Vous leur vendez vos fonds avec en leur disant attention, c'est un profil risqué, ou est-ce que justement vous essayez d'atténuer complètement cette volatilité? Alors déjà, quand on parle action, on parle de risque. Ça, c'est un des fondamentaux de notre métier. Quand on parle d'action émergent, on parle forcément de risque. Il n'y a pas de CDS là. Quand il y a faillite ou quand il y a fraude, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance sur les actions, ça on le sait. Maintenant, ce qu'il faut considérer aussi, ce sont les mouvements de long terme et les mouvements fondamentaux. Donc on parlait de la dette, on a fait vite le point, moins de dette, plus de croissance. A priori, ce sont des éléments importants qui, sur le long terme, quels que soient les mouvements de court terme et les attaques de court terme, reprennent le pas. Il faut s'attendre à des secousses. C'est ce qui s'est passé sur nos fonds de taux en septembre et en novembre, avec une forte attaque sur certaines devises émergentes, et ça a été récupéré immédiatement après. On voit les premiers mois de l'année sont tout à fait positifs, parce que les fondamentaux reprennent bien évidemment la première place. Sur les actions, c'est un peu pareil, même si c'est plus compliqué à expliquer, mais on a des entreprises qui bénéficient de deux choses. D'abord, la position très exportatrice des pays émergents, mais surtout depuis un certain nombre d'années, c'est en ça, et c'est la thèse de Franklin Templeton depuis un certain nombre d'années, le monde a changé, le monde change et le monde a changé. On parlait il y a quelques années, souvenez-vous, de corrélation, décorrélation des pays émergents par rapport aux pays développés. Aujourd'hui, quand on regarde les pays émergents et les actions émergentes, on insiste et on focus sur ce qu'on appelle, nous, les 4 C, c'est-à-dire la consommation. La consommation, c'est l'accroissement de la population. C'est en Chine à peu près 50 millions de personnes qui accèdent à la classe moyenne chaque année. Quasiment la population française. Ça remet les choses dans leur ordre de grandeur. Ensuite, on a bien sûr la gouvernance d'entreprise, donc en anglais corporate governance, d'où le deuxième C. On a la convergence avec des économies qui arrivent à converger vers les économies développées. Donc forcément, tout ça provoque un afflux sur le long terme des économies émergentes et des actions émergentes, avec, vous avez entièrement raison, des secousses sur le court terme, mais un investissement en actions est un investissement long terme. Voilà, Dominique de Préneuf, le DG France, directeur général de Franklin Templeton en France sur BFM Business, 15h51. Le CAC tout juste sous 3500 points, on est 2 points en dessous, 3498, plus 0,6% dans un instant. Le club de la bourse avec nos invités, François Mallet, Olivier Delamarche et Igor Demac. Avant cela, on fait un détour par Léopis. Que pensent les boursicoteurs? Léopis, HOP2ES, le premier réseau social dédié évidemment à la bourse en France. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. C'est Martial Nassar, donc Cortal Consort qui est avec nous. Bonjour Martial. Bonjour. On va bien sûr en venir aux membres de la communauté des Léopis que vous voulez mettre en avant, mais on commence généralement, traditionnellement, par l'indice de sentiment des Léopis, qui est un baromètre aussi du sentiment des investisseurs. Exactement. Alors la semaine dernière, on avait eu un tassement, donc une hausse, on va dire, des intentions de vente qui pressentaient, on va dire, ce mini-crack qu'on a senti cette semaine. Et là, depuis maintenant 4 à 5 jours, il y a un repositionnement à l'achat. Donc la faveur est aux acheteurs à 58%. Bon, le membre de la semaine donc que vous voulez mettre en avant, eh bien, c'est Qui va bien. Qui va bien, c'est un Parisien qui est chef d'entreprise dans l'immobilier, qui vient d'intégrer le top 25 des meilleurs membres français sur le site. Il me plaît beaucoup, c'est vraiment parce qu'il a une stratégie de trading qui est bien détaillée sur son profil, notamment basée sur les mid-cap technologiques ou biotechnologiques, plus quelques valeurs du CAC 40. Il achète sur repli, il a des objectifs de gains à court terme entre 5 et 10%. Il observe longuement les valeurs, donc il explique tout ça très bien dans son profil, je vous invite à le consulter. Il a fait dernièrement un très gros coup sur IPH, il a pris 51% de performance sur cette valeur, et son portefeuille sur OPI a pris 45% depuis son inscription, c'est-à-dire le mois d'octobre, donc vraiment quelque chose de très impressionnant. Bon, la valeur recommandée par les meilleurs membres, le top 100 des OPI, c'est une banque et c'est la Générale. C'est la Générale, et de très très loin cette semaine.
des commentaires dans tous les sens. 61 de nos 100 meilleurs membres ont commenté la générale cette semaine, avec alors quand même deux avis très distincts, à savoir d'un côté bien passé, eh bien ceux-ci se sont trompés et ont vendu massivement les financières, encaissant pour le coup les 25% de performance fait ces 3 derniers mois. Et ceux qui étaient beaucoup plus positifs en voyant vraiment une entreprise qui a refait preuve et démonstration de sa crédibilité et dont les perspectives vont sur le bien au-delà des 30 euros. Donc c'est un objectif qui reste haussier, au-dessus des 26 euros maintenant, plus de 6% d'objectif de hausse. 24,50 € à l'instant, elle est en baisse sur la semaine de 2%. On termine, Martial, avec la haute stock. Alors ça c'est moins intéressant. Alors sur les marchés, l'or continue à monter. Grosse pression acheteuse sur l'or en cette fin de semaine. On est revenu vraiment à un mouvement impressionnant. Je vais simplifier le graphique par contre, parce que commence à être trop compliqué, j'aime pas un graphique trop compliqué, voilà. Donc du coup là on est plus haut que les plus hauts précédents, on est sur une phase de correction. On va voir comment on finit. Sur Eurodol, on a de l'accumulation, donc ça commence à se calmer et à stagner là, avec une zone de support en fin de journée qu'on pourrait représenter à 1.3106. Un espèce de range dans lequel on évolue, voilà, c'est ça, avec une zone de résistance que je pourrais représenter à 1.3142, et 1.40, ouais, mais on pourrait faire moins que ça. Et voilà, donc ça c'est une zone de range importante. À plus court terme, on a un range plus serré, on peut représenter ici. 1.3130, donc entre 1.3106 et 1.3130. Sur le cap, ça a corrigé. Après une grosse accélération baissière, on revient en contact de la moyenne mobile 20, trace inverse sur le graphe. On avait dépassé le S3. C'est une journée quand même volatile, hein. Il y a eu du mouvement. Sur le câble, si on se met en journalier, voilà, on a une grosse bougie de baisse. Alors le câble, c'est vraiment une paire d'hésitation ces derniers jours. Des bougies d'un sens et de l'autre. On manque de direction claire. D'ailleurs, si on dézoome, dans l'ensemble, on est quand même de plus en plus bas, de plus en plus haut, donc hésitant. Sur l'argent, on suit le même schéma que sur l'or. Donc retournement important. Des acheteurs qui mettent la pression. Alors, 16h56. Je pense que je vais commencer à réduire mon exposition pour le week-end. Donc je vais prendre ça. Coupe. Ok. Ça aussi. Alors l'or on marque de nouveau plus haut là. Donc belle pression acheteuse. 1713 $ l'once d'or. Ce serait intéressant d'avoir l'information derrière. Il faut voir aussi ceux qui suivent. Donc on a vu que l'argent suit précisément. On va aller voir du côté du pétrole. Si on a des mouvements similaires.
Donc du côté du pétrole en M1, voilà, on a une hausse, moins prononcée que sur l'or, mais tout de même, hein, si on se met en journalier, voilà, on a quand même quelque chose de significatif. Le DAX a bien progressé. Le CAC plus bas, de plus en plus haut, plus haut, de plus en plus haut. Sur l'or, on a tenté de dépasser la R1. Là, on revient un peu sur nos pas. Les bougies sont très franches à l'achat. Hein, on voit qu'il y a une dominante et une grosse pression. Donc une vraie volonté de rentrer sur le marché. Alors, oui, allô? Allô? Oui, salut. Ouais, ça va? Allô? Allô, allô. Ouais. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Ok. Donc en fait, là, je t'avais dit hier de mettre les Bollinger sur les métaux. Allô? Ouais, ouais, on t'écoute. Ouais, donc hier, je t'avais dit de mettre les Bollinger sur les métaux et t'aurais vu en fait qu'il y avait un très gros mouvement qui allait apparaître. D'accord, ouais. Allô, allô. Ouais, vas-y, bah explique, ouais, n'hésite pas, vas-y, explique, ouais. Allô, est-ce que tu nous entends? Allô, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Ouais, je t'entends. Ok. Donc ouais, c'est tout ce que tu voulais dire ou tu voulais préciser justement les signaux et ton avis? Bah déjà, mets-le sur ton graphe, comme ça pour que tout le monde voie en fait. Donc bah, si tu veux, tu peux activer le partage d'écran pour nous montrer ton graphique, ouais. Tu sais comment on fait pour activer le partage d'écran? Ah, tout simple. Tu cliques sur le petit plus là en bas de la fenêtre Skype et tu partages ton écran. Ça, franchement, je ne serais pas faire. Je suis pas un pro de... Ouais, alors tu vois ta fenêtre Skype là où je te parle? T'as un petit plus en dessous, un plus, une croix. Tu cliques dessus et tu fais partage ton écran, partage d'écran. Tu y arrives ou pas? Ouais, je te suis. Je regarde ce que tu me montres pour partager l'écran. Ouais, bah juste ça là, tu vois. T'as le plus en dessous de la fenêtre sur Skype. Donc tu cliques dessus et ensuite partager ton écran. Alors, show entire. C'est bon, on voit Alors, quelque chose attends, là? ouais, c'est bon là c'est bon. Donc vas-y, bah montre ouais, ce que tu as à montrer. Hein. Bah en fait, je vais faire tout simple. Donc là, sur mon graphique, l'expiration de mon abonnement à Snoopchart a expiré. Donc, enfin, mon abonnement a expiré. Du coup, j'ai pas le mensuel, mais sur les précédentes vidéos, on voyait bien les Bollinger, la contraction intense précédée d'une très grande volatilité historique d'ailleurs. D'accord, donc là c'est le graphique sur l'or en weekly. Donc on voit tes bandes de Bollinger tracées en verte. Tu peux nous expliquer en fait ce que tu voulais exactement montrer et le signal que tu avais? En fait, on va vers des journées à plus 5. Pardon, plus 5 quoi t'as dit? Donc on voit bien qu'on a eu un throwback. Ah, attends, 2 secondes, attends, parce que ça avait coupé en fait à cause de la qualité de la connexion. Tu m'entends là?
Ouais, je Ouais, comprends. donc en fait, il faut que Donc, tu reprennes. un Tu fourrage, disais. Attends 2 secondes. simple, Attends 2 secondes. PayPal sur le 25 euros, sur l'argent par exemple. Ouais, non, tu disais 5. Tu disais on part sur des journées à 5 et après ça a coupé en fait. Sur les journées normales où on va, les mouvements vont être d'amplitude de 5 à 10% facile. Donc toi, tu penses que la semaine prochaine, on aura des mouvements de 5 à 10% par jour? Ah, on t'entend pas. Je coupe le partage d'écran parce qu'on n'entend pas du tout. Peut-être pas 5% Ah, par ok. jour pile, mais au moins sur la semaine. Mais après comme on voit là sur mon graphique, la montée depuis 20 euros vers les 34 a été due à une demande physique. D'accord, ok, ouais. Donc pour toi, il y a spécialement une raison que ça accélère dans les prochains jours ou c'est juste le même schéma en fait que tu avais expliqué hier? Oui, voilà, en fait, tout est expliqué dans mes vidéos. C'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, je donnais l'intérêt de la regarder en entier, puisque je vais plus loin que ça, et avec les indices, les mines, le papier en général, quoi. Ok. Après, le problème, c'est que c'est toujours Même avec la le même idée. pétrole. Parce que, en fait, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le chat. C'est-à-dire que, comme tu disais, là, tu disais, oui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en gros, on est dans une situation où l'or aurait dû exploser, mais ça n'a toujours pas explosé. Donc, en fait, comment on peut savoir quand est-ce que le mouvement va vraiment avoir lieu? Puisqu'un investissement, on est là pour faire de l'argent quand même, même si c'est du long terme, au moins sur quelques semaines, quelques mois. On peut pas se permettre d'attendre plusieurs années. Donc, en quoi tu penses que ces informations, qui sont sans doute vraies, je sais pas, j'ai pas vérifié du tout, amènerait l'or spécialement à monter dans les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois, alors que ça n'a pas été le cas depuis des années. Certes, l'or a monté, mais dans ce que tu nous expliques, c'est-à-dire dans des proportions démesurées, arriver, c'est-à-dire à 10 000 dollars l'once d'or rapidement en fait. Qu'est-ce qui pourrait déclencher ça selon toi? Ben, en fait, tout simplement, déjà, dans ma ville, du concret, du rapport de terrain, si tu veux, ne serait-ce qu'avec 5 000 euros, ça aura asséché déjà tous les professionnels qui vendent du physique. Même un ami qui est quelqu'un de très, très aisé, et qui a beaucoup d'argent, lui-même, je l'ai redirigé vers ce professionnel. Tout à l'heure, il a appelé, juste pour lui demander 10 000 euros d'argent. Il n'a pas pu être livré, il lui reste que d'infimes quantités, et c'est le seul surlion à qui il en reste. Je crois même qu'il lui reste 1 à 3 kilos grand maximum à la vente. D'accord. Mais après, est-ce que c'est significatif? Puisque là, c'est un truc par rapport à ta ville. Est-ce que c'est significatif de ce qui se passe dans le monde? Ben, c'est significatif de ce qui se passe dans le monde, puisque récemment, Eric Sprott a été livré et il est toujours en report de livraison, donc il lui manque encore 20 millions d'onces. Bien ça, quoi. D'accord. Et il n'arrive pas à être livré totalement. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi ça augmente pas dès maintenant, en fait, l'or et l'argent? Ah, allô, est-ce que tu m'entends? Ça augmente pas d'un coup parce que en fait c'est un marché qui est manipulé à moitié. Donc la journée il est manipulé à la baisse et la nuit ou le vendredi et le lundi, si tu veux, il reprend son élan naturel haussier. Parce que la nuit en fait le marché américain est fermé. Les Américains vendent pour en même temps récupérer du stock prêt à bas prix. Et les Chinois derrière, eux, dès que ça ferme, ça rachète d'un coup. Et donc après, il faut prendre en compte que le vendredi et le lundi sont des journées vraiment exceptionnellement, statistiquement haussières, quoi. D'accord. Mais alors, par contre, si on regarde sur du plus long terme, là, sans parler de journalier, c'est-à-dire si on regarde par exemple depuis septembre 2011, en fait, on voit que l'argent ou l'or a bien baissé, en fait. Donc, Oui, tout simplement, c'est dû à une manipulation. Comme je t'ai dit, ils ont baissé parce qu'il y a eu un appel de marche, si tu veux, il fallait que tu rajoutes encore plus d'argent pour rester en position.
Le truc, c'est que bon, ben, forcément, comme il y a eu une forte augmentation d'appel de marge, donc tout le monde a eu intérêt à vendre, si tu veux. Mais maintenant, ils sont coincés puisque maintenant le métal est peu cher par rapport au plus haut, que la demande de Silver Eagle dépasse record sur record, par exemple pour l'argent. Les dernières Eagle que tu pourras te faire livrer sont frappées 2012 et la prime sur l'argent, par exemple, là on est aux alentours de 26, ça se vend 40 euros une once. Ouais, Et d'accord. ça, c'est juste sur un. D'accord. Non, mais ce que j'ai du mal à un comprendre, c'est site tu dis internet c'est regarde. manipulé, mais comment, enfin, je veux dire, je comprends pas l'idée en fait. C'est manipulé, mais tu peux pas manipuler un marché sur des semaines, des mois, etc. Il y a un moment où les cours doivent augmenter. Si ça augmente pas, c'est derrière, il n'y a pas autant de demandes que ça, a priori. Sinon, les cours augmenteraient davantage. Si. En fait, si tu veux, il y a eu. Si tu veux, le marché papier, il est 100 fois plus ample que ce qui existe réellement. Par exemple, toi, tout à l'heure, tu as acheté ou vendu, parié à la baisse, si tu veux, une once, par exemple, d'or, mais tu crois en fait avoir détenir cet or-là, mais en fait, tu ne le détiens pas, tu ne détiens rien du tout. Oui, je sais, non mais ça je sais bien, c'est le principe des produits dérivés. Tu détiens pas vraiment le truc, c'est juste un pari que tu fais avec ton broker. Mais moi ça me dérange pas moi, Créé, en puisque fait, en fait un leur papier il est basé normalement sur la valeur de l'or réel. comme en fait il y en a beaucoup, mais en fait c'est pas vrai. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Franchement, je te mets au défi d'aller appeler un numismate aujourd'hui à cette sortie et lui demander d'acheter presque quelques milliers d'euros. Tu verras ce qu'il va te répondre. D'accord, ok. Et donc si l'or physique explose à la hausse, déjà pourquoi c'est pas le cas dès maintenant en fait? Pourquoi c'est pas le cas dès maintenant s'il y en a plus? Vu que c'est un marché régi par les lois de l'offre et la demande, pourquoi ça explose pas dès maintenant? Regarde pour le spot des professionnels pour l'argent physique métal, le papier et le physique, on voit très bien que les prix sont déconnectés totalement. Par exemple, le kilo, aujourd'hui, par exemple, il est à 800 francs, 840, et il se vend à plus de 1000 euros pour être livré, quoi. Et ça, c'est encore, c'est quand t'as de la chance, quoi. Ouais, ok. En fait, j'arrive pas bien à comprendre en fait qui manipule, dans quel intérêt et pourquoi faire au final. Bah, ceux qui manipulent, c'est le COMEX. D'accord, et pourquoi ils manipulent? Pourquoi ils prennent pas leurs bénéfices dès maintenant en fait? C'est quoi l'intérêt de manipuler comme ça? Ben, tout simplement parce ils ont plus assez de stock de physique dans leur coffre. Ils utilisent des masses de quantité de papier pour pouvoir chasser et rattraper du physique réel derrière à bas prix. D'accord, ok. D'accord, ok, Donc très ça bien. peut cuire forcément les mains faibles qui utilisent des plateformes comme toi avec des stocks. Donc souvent ils se font sortir et sur le long terme, ben, ils perdent. D'accord, ok. Après, bon bah du coup, là si, donc là à ce moment-là, ce sera un scandale, et donc il y a un moment où ça éclatera. Et quoi qu'il en soit, on peut pas en profiter puisqu'on sait pas à quel moment ça va exploser du coup cette bulle. Si, tu peux en profiter. Bah, dès la clôture ce week-end, tu achètes du physique. Tu verras que dès la semaine prochaine, durant les prochains mois, ça va péter, mais vraiment violent. Tu vas même pas revenir si c'est gratuit. D'accord, ok. Bah donc, toi t'es vraiment donc vraiment sûr de toi. T'as pas du tout Pour de. la simple et bonne raison, c'est que la planche à billets tourne à plein régime, les injections ne s'arrêtent plus. Et en une semaine, ne serait-ce que pour la BCE, en une semaine, ils ont injecté plus que de normal. Plus que quoi, pardon? J'ai pas entendu, pardon. T'as dit ils ont injecté plus que. Plus que de normal. Même si tu veux, je peux te donner un lien donc, sur
l'encours des billets en circulation sur le site officiel de la BCE, il n'y a pas de problème. Tu verras que la tendance n'est pas prête de s'inverser dès demain. D'accord, mais là pour le moment, il n'y a pas la tendance réellement haussière pour l'instant sur l'or et sur l'argent, c'est pas ce à quoi on assiste pour l'instant. Enfin, dans le fond, si, mais ces derniers mois par Pour le moment, exemple. moi, je ne peux pas de fondamental, mais bon, l'analyse technique, ça te dit peut-être le timing qu'il faut acheter, mais le fondamental, c'est ce qui fait la tendance de long, et forcément, le fondamental prend le pas sur l'analyse technique. Hein. D'accord, ok, mais ouais, d'accord. Mais donc pour le moment, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a pas ce mouvement, c'est pas observé concrètement. Donc après, on peut pas savoir quand est-ce que. Enfin, après, si ça existe, parce que moi je connais pas, donc je vais pas dire. Je vais pas juger, en fait, je connais pas du tout ce que tu m'expliques, etc. Mais si jamais ça se passe comme tu dis, de toute façon, on pourrait pas savoir quand est-ce que ça va se passer. Je veux dire, là, par exemple, depuis ces derniers mois, ça a plutôt tendance à stagner, voire à baisser les métaux. Donc, Ah, en fait, si tu regardes d'un point de vue comme cela, oui, peut-être que ça a baissé sur quelques temps, mais si tu compares aux indices ou à n'importe quoi, eh ben, tu verras que c'est tout le temps en augmentation. Et c'est ce que je démontre dans mes analyses vidéo. d'accord, ok. Ok, ok. Bon, bah très bien. T'avais d'autres choses à indiquer? Non, rien à ajouter, seulement pour ceux que ça intéresse, ils regardent mes vidéos. Ok, 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 très bien. Ouais, bah donc on a. Une bonne journée à tous. Ok, merci à toi, bonne journée à toi, et puis ben n'hésite pas à remettre la reste de ton blog sur le chat écrit pour ceux qui veulent rejoindre et suivre tes vidéos, tes analyses, etc. Voilà. Alors. Donc ça c'est ok, on va reprendre nos graphiques. Alors avec l'or qui a bien monté, on est donc sur une bougie, un marteau haussier en journalier. En H1 on a une petite bougie de correction là. Il y avait plusieurs réactions par rapport au chat. CAC approuvé. Alors on va aller voir ce que donne le CAC. Plus 0,73% là, 17h15, donc la clôture du CAC pardon, dans 15 minutes. Il y a toujours une pression vendeuse sur l'euro-dollar. Donc proche des enfin on casse les pressions plus bas là d'ailleurs. Donc belle accélération sur euro-dollar. Il y a eu un bel élan baissier tout au long de la journée. Hein. Donc pour les suiveurs de tendance, l'euro-dollar était intéressant. J'ai fait le pari de l'or, ça s'est mal passé malheureusement. Des jours plus durs que d'autres. USD-CAD, on stagne hein, depuis ce matin, il y a peu de mouvement hein, sur USD-CAD. Si on regarde ici, voilà, on voit ça, hein, on reste toujours dans cette même zone de support. Alors Eurodollar, on approche du stop. Donc on va voir ce que ça donne.
Alors bonjour Marc qui nous a rejoint. Hein, Goldster New Web depuis 2007. Chargé comme un mulet. Dernière actu demain. Dernière accumulation demain. Après je touche plus rien, plus jamais. Goldster qui dit mais grave, ne serait-ce que 0,01% c'est un SMIC. Je viens faire un petit coucou car j'ai arrêté mon trading pour aujourd'hui après avoir pris un sell à 1.3225 sur euro-dollar et avoir fermé mon trade avant les NFP. Dégoûté pour ce coup. Bah bien joué quand même hein, Marc. Après ne pas trader les NFP.